en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Le Mur de Christian Gay-Poliquin, paru aux éditions La Peuplade en 2026. Dans une ville coupée en deux par un mur frontalier, Elena se déplace à vélo avec sa remorque à outils pour gagner sa vie en effectuant des réparations chez les habitants. Un jour, elle découvre par accident un groupe de clandestins qui tentent de franchir la frontière en creusant un tunnel souterrain. Cela fait remonter en elle des souvenirs de son passé. Elle se joint à eux pour tenter de retrouver le monde qu'elle a quitté. La ville de l'autre côté du mur lui apparaît comme un monde enfoui que l'on exhume. Christian Gay-Poliquin compose un roman dans lequel s'entrelacent les différents thèmes de la catastrophe écologique, du contrôle des frontières et des liens familiaux à l'épreuve de la distance. Entre récits d'anticipation, romans d'aventure souterrains et méditations sur l'exil, il explore ce qui pousse les êtres à poursuivre un horizon, même lorsque celui-ci semble s'éloigner à mesure qu'ils avancent. Le visage d'Alice est suintant. Ses yeux bougent très vite dans leurs orbites. Quand les gardes frontières sont suffisamment loin, les deux femmes partent en sens inverse. Elena tire la valise. Les petites roulettes de plastique crépitent sur le béton usé. Elles marchent d'un bon pas sans rien dire. Elles effectuent un long détour dans le quartier. La rue est calme. La pluie trace des cercles dans les accumulations d'eau sur la chaussée. Puis Alice éclate. On a un sérieux problème. Elena soutient son regard. Je ne crois pas, non. Alice ne décolère pas. Tu ne nous as rien dit. Et comment voulais-tu que je vous explique ça? Tu ne te rends pas compte, ton fils est garde-frontière. Lucas et les frères Beaulieu vont paniquer en l'apprenant. Elena inspire profondément. Et toi, dis-moi, comment est-ce possible que tu te sois fait intercepter comme ça? Tu as mis tout le monde en danger. C'est une chance, ce qui vient de t'arriver. Et s'il t'avait fait ouvrir la valise? À 4 pas d'une bouche d'égout, le mugissement des torrents souterrains les force à se taire. Bientôt, les deux femmes arrivent près d'un terrain vague. La tunnelière prend la valise des mains d'Elena, la vide discrètement dans les hautes herbes et étale la terre du bout du pied. Quand elle relève les yeux vers la réparatrice, elle capitule. Vaut mieux garder ça pour nous. De retour près de l'immeuble, elle surveille l'entrée pendant de longues minutes. Personne. Elles échangent un regard complice, baissent la tête et foncent à l'intérieur. Depuis bientôt une semaine, la terre est compacte et criblée de veines rocheuses. Ils progressent plus lentement, mais ne relâchent pas. Lucas affirme qu'ils passeront bientôt le mur. Ils pourront alors amorcer la remontée. Elena est au pic. Derrière elle, un des frères Beaulieu remplit les sacs et va les porter au bas de l'échelle comme une vraie machine. Alors qu'elle pioche depuis un moment, sa lampe de poche clignote puis s'éteint. Le noir est total. Elle ne sait plus si elle a les yeux ouverts ou fermés. Elle se sent soudain minuscule comme ça, à tenter de se frayer un chemin dans les entrailles de la terre. Le pic toujours en main, elle se hasarde à donner tout de même un coup devant elle. Son outil frappe quelque chose et un gros jet d'étincelles apparaît dans l'obscurité souterraine. Mais ce n'est pas une veine rocheuse, ça sonne creux. De l'autre bout du tunnel, le frère Beaulieu arrive comme une locomotive. Il éclaire Elena et l'aide à dégager le tout. Ils découvrent une paroi de béton arrondie. C'est la base du mur? Le frère Beaulieu est déboussolé. Chut! Écoute. Dans le silence caverneux, ils perçoivent clairement le grondement de l'eau à l'intérieur. Ce sont des égouts? La structure semble pourtant plus massive. Les égouts? Impossible. On est trop loin de la surface. Lucas est penché au-dessus de ses cartes et leurs légendes. Il souligne qu'avant, les gens traversaient en passant dans les égouts. Mais les gardes-frontières le savaient, et les canalisations étaient surveillées. Certaines étaient même gazées ou dynamitées.
Mais nous, on est si loin de la surface qu'on file en dessous de leur radar. Les frères Beaulieu insistent. C'est quoi alors? Lucas fronce les sourcils. On n'était pas censé tomber sur quoi que ce soit. Je ne comprends pas. On a sûrement dévié de notre trajectoire. Il va falloir revoir les calculs. Lucas déroule ses plans sur la table. Helena est traversée par un doute irrépressible. On n'y arrivera pas. La Terre aura raison de nous bien avant. Mi-journée. Helena se dépêche de finaliser le carrelage d'une petite salle de bain. La cliente a de grands yeux inquiets. Depuis ce matin, elle surveille la réparatrice de près en la questionnant sur ses méthodes. Cette présence agitée agace Helena. Elle pose les derniers rangs de carreaux. Lorsqu'elle recule la tête pour vérifier leur alignement, sa cliente insiste pour qu'elle apporte encore quelques ajustements. Helena s'exécute puis nettoie ses outils. « Vous êtes certaine que ça ne va pas craquer ?» La réparatrice lève la tête. « Ça devrait aller. » La cliente enchaîne. « Peut-être que vous devriez resserrer davantage les joints. » Helena tranche sèchement. « Je serai de retour demain pour faire le coulis. » Puis elle sort précipitamment, soulagée de retrouver la pluie. Elle ouvre la porte de la cave et avance à travers les sacs de terre empilés jusqu'à la pièce du fond. Tout est étonnamment tranquille. La trappe du tunnel est refermée. Les vêtements de travail sont tous accrochés. Lucas est toujours attablé au-dessus des plans de la ville. Pendant une seconde, il semble surpris de la voir. Il lui annonce que tout est sur pause aujourd'hui, qu'elle peut y aller. Mais elle ne bouge pas. Lucas soupire. J'ai refait les calculs de positionnement. On s'est éloigné de notre axe de plusieurs dizaines de mètres, et on est tombé sur un vieux tunnel de métro. Tout le réseau a été condamné lors de la construction du mur. C'est pour ça qu'il ne figure pas sur ma carte. Helena suggère qu'il pourrait emprunter ce passage pour gagner du temps. Lucas secoue la tête. On n'a aucune idée de l'état de la structure, ni ce qu'on va trouver là-dedans. Helena jette un œil sur la carte et repère l'immeuble où il se trouve. La ville, de l'autre côté du mur, lui apparaît comme un monde enfoui que l'on exhume. Elle reconnaît le maillage des rues, le marché, l'incinérateur, les banlieues. Cette carte doit dater, en effet. Les choses ont peut-être changé, ou pas. Elle revoit en rafale les images de son enfance. La balançoire sur la galerie, son père qui revient du chantier, sa mère qui l'emmène avec elle faire les courses, ses jeunes sœurs qui jouent dans la cour arrière, les cordes à linge dans la ruelle. Elle se demande ce qui sera resté de tout ça une fois qu'elle aura retraversé. Lucas lui indique l'endroit où il souhaite faire déboucher le tunnel. Helena pose le doigt sur le plan. Je crois plutôt qu'il faudrait qu'on arrive dans ce secteur-là. Dans le temps, c'était une petite artère commerciale, avec des boutiques de toutes sortes. Si on amorce la remontée bientôt et qu'on se rapproche lentement de la surface, on va bien finir par tomber sur les fondations d'un commerce. Ce serait le quartier idéal pour arriver en douce la nuit et se mêler aux gens le jour. Lucas toise sa collègue. « Comment sais-tu tout ça ?» Un rictus éclaire le visage de la réparatrice. « Je le sais, c'est tout. » Hébété, Lucas se laisse choir contre le dossier de sa chaise. Il regarde Helena comme si elle venait soudainement d'apparaître. « Et comment as-tu traversé ?» Son crayon roule sur le plan raturé puis tombe au sol. Un tintement fragile dans le silence de la cave. En revenant, Helena fait un détour par le parvis. Elle n'a qu'un message. Peter. Nerveusement, elle le télécharge sans l'ouvrir, puis repart avec l'impression d'être sur une autre planète, dont la gravité est beaucoup plus importante. Dans les rues aux abords du boulevard, elle observe les digues qui retiennent les débordements de la rivière. De minces ruissellements se faufilent entre les poches de sable et sillonnent l'asphalte comme des éclaireurs. Il n'est pas très tard quand elle arrive devant chez elle. La pluie est feutrée. Elle tombe sur la ville comme s'il n'en avait jamais été autrement. Après avoir cadenassé son vélo à la clôture, Helena cède à une force extérieure, sort son téléphone et ouvre le message de Peter. Aucun texte. Une photo. Lui et les garçons à la mer. Le beau temps. Miguel, avec un sourire en coin, et Charles avec son visage blond de soldat.
Un frisson la parcourt. Il le fait exprès. Prise d'un élan soudain, elle lance son téléphone au bout de ses bras. Le petit objet monte et redescend dans les airs avant de tomber dans une touffe d'herbe. Sans réfléchir, elle prend un vieux parpaing qui gît tout près et s'avance en le tenant au-dessus de sa tête. Elle voit déjà son téléphone réduit en un petit tapis de verre et de métaux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Helena bondit en entendant la voix d'Henri et dépose son bloc de béton. « Oh, rien, je chasse un iguane qui rôdait. » Le jeune garçon s'approche d'elle et regarde autour. « Ah tiens, fait-il alors, en se penchant, tu as échappé ça. » Henri lui redonne son appareil. Elle le remercie en l'enfouissant dans ses poches, rouge de honte. Mais Henri ne voit rien de cela et enchaîne. « Aujourd'hui, j'ai appris que ça prend 8 minutes pour que la lumière du soleil parvienne jusqu'à nous. C'est long, tu ne trouves pas ?» Puis, il entre avec elle dans l'immeuble avant de disparaître dans l'escalier. Ce soir-là, dans son lit, Helena rumine ce que serait sa vie si elle était restée avec Peter. En ce moment, ils seraient probablement tous les 4 les pieds dans l'eau, à regarder les couleurs de l'horizon. Mais cette image est irréelle. Impossible. Dans la ruelle, des combats de chats égratignent la nuit. Elle se retourne et enfonce la tête sous son oreiller. Après avoir terminé le coulis chez sa cliente difficile, Helena retrouve les tunneliers. Elle se met à l'ouvrage, heureuse de retrouver le calme efficace de sa petite équipe de travail. Alice et elle hissent des sacs depuis un moment quand on les interpelle d'en bas. C'est Lucas. « Descendez, venez voir !» Les 5 complices se retrouvent au bout du tunnel. Lucas indique une faiblesse évidente dans l'épais conduit du métro. On jette un œil. Alice prend la masse et la met entre les mains de l'un des frères Beaulieu. « Tiens, à toi l'honneur !» Le béton s'effrite par petits blocs. Une vingtaine de coups plus tard, une brèche apparaît. Le grondement de l'eau se fait entendre distinctement. L'un après l'autre, ils jettent un œil à l'intérieur. Vient le tour d'Helena de passer la tête dans le trou. Des remous noirs s'agitent dans les ténèbres. Des stalactites pendent du sommet de la voûte. Des épées suspendues. Dans le faisceau de sa lampe, les racines blanches qui recouvrent les murs et la passerelle bétonnée luisent de 1000 feux. Lorsqu'elle se redresse, les frères Beaulieu s'échangent des regards. On passe par là ? Ah, trop risqué. De toute façon, il faut bientôt amorcer la remontée. Helena propose plutôt de s'en servir pour se débarrasser de la terre. La petite équipe se réjouit de cette trouvaille et quelques éclats de joie fusent dans l'épaisseur du manteau terrestre. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.